En panne de sens, le podcast Intellopratique qui a l'ambition d'expliquer une époque, la nôtre, où plus rien ne semble en avoir de sens. Nous sommes Yann, Sébastien et moi-même Luc. Comme pas mal de gens, nous avons la conviction que notre présent, noyé dans l'absurdité d'une malhonnêteté stupide, est la source d'un avenir menaçant. Nous ne sommes experts en rien. Nous nous proposons notre explication du monde avec une dose de référence intello et une dose d'opinion personnelle. Quelle est la date ? Nous sommes actuellement le 4 novembre 2025 et c'est l'anniversaire de l'élection de Barack Obama. Et de Ronald Reagan. Choisissez votre champion. Voilà. Il y en a un qui a eu le prix Nobel de la paix quand même. Je sais plus lequel. Ok, donc Yann, de quoi on va parler cette fois ? Alors, on va parler du sentiment plus que justifié, enfin on verra un peu quoi, d'impunité de certaines personnes. C'est un sujet qui nous est venu avec l'emprisonnement de Sarkozy. Oui. Et l'idée que tout le monde a crié au scandale, etc. On en Et crie encore, de ce que j'ai cru comprendre absolument. dans les médias que nous ne regardons pas, ils sont à fond. Et pourquoi ça paraît scandaleux ? On dit que c'est antidémocratique et ce genre de choses, alors qu'il a merdé, il va en tôle, quelque part c'est un peu normal, quoi. Tout à fait. Alors avant de se lancer dans le sujet, on se fait un petit retour sur l'actualité. Qu'est-ce qui nous a marqué, qui hors sujet par rapport à cette question d'impunité, on en parlera après. Mais pour vous, s'il y a un truc à remonter dans l'actualité ? Alors moi, il y a un truc qui va me marquer dans l'actualité, c'est que c'est aujourd'hui 4 novembre que les Américains votent pour leur maire de New York, quand même la plus grande ville des États-Unis, et il y a de fortes chances que ce soit un musulman né en Ouganda, dans une famille indienne, nommé Zoran Mamdani, qui remporte l'élection. Et qui se revendique socialiste, ce qui est totalement tabou aux États-Unis. Voilà, ça fait beaucoup pour un seul homme. Je sais, et bizarrement, Donald Trump fait tout son possible pour le discréditer, dire qu'il est antisémite, etc. Oui, il l'a menacé aussi. Voilà. Et donc, alors même si l'avenir, enfin, je pense que quand les gens écouteront, nos fidèles auditeurs et auditrices écouteront ce podcast, il y a des chances qu'ils savent déjà l'issue de cette élection. Moi, je ne la sais pas encore, mais même s'il rate, même si ça ne marche pas, je trouve qu'il y a une espèce de côté positif à se dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont envie de voter aux États-Unis pour quelqu'un qui est quand même, bon, social-démocrate quand tu regardes, mais globalement, on va dire un peu plus radical que les démocrates de base aux États-Unis. Et rien que ça, voilà. En ce moment, je me raccroche à des trucs positifs, et ça, sans rien. Chez les démocrates, il y a règlement de compte, et beaucoup de gens qui en veulent aux élites démocrates qui ont à peu près rien fait, sont fait bouffer par l'opposition. Oui. Après, New York reste une exception et une anomalie aux États-Unis. Donc, voilà. Mais un symbole intéressant, dans tous les cas. C'est eux qui ont la statue de la liberté. Oui. Toi, Yann, ouais. Alors, puisque je passe en deuxième, j'ai pas pu donner cet exemple-là, qui était aussi celui qui m'intéressait, mais c'est pas grave. Et sinon, bon, c'est beaucoup plus classique, mais je suis un peu toutes les gesticulations de nos chers politiques autour du vote du budget et toutes les conneries qu'ils balancent dès qu'ils ont une petite place dans les médias. Ils en ont pas mal en ce moment. Donc je trouve ça plutôt... je sais, puis je cherche pas à savoir si ça me donne envie de rire ou de me pendre, mais peut-être un peu les deux, me pendre en riant. Et quel est le rebondissement qui t'a le plus plu ces derniers temps ? Celui qui m'a le plus plu, un type un premier ministre dont personne ne veut qui démissionne et qu'on renomme le lendemain, quoi. J'ai trouvé quand même ça particulièrement ridicule. Ouais, moi c'est un article de presse sur un truc dont on parle pas mal, qui est une sage-femme qui a participé à un reportage sur France 3, donc pas nécessairement un média de gauchiste, et qui s'est fait supprimer ses comptes Facebook, Instagram, etc., donc tout ce qui appartient à Meta, suite à ce reportage. Donc a priori, on sait que ça marche, les gens qui sont organisés peuvent signaler un contenu, derrière c'est des robots qui gèrent ça, donc ils vont pas les regarder dans le détail. Mais même si c'était le cas, alors derrière, pour refaire marche arrière, voilà, faut s'accrocher. Et même si c'était le cas, Meta, comme toutes les grosses boîtes du genre, roule pour Trump. Particulièrement Meta, puisque Zuckerberg l'avait dégagé des réseaux sociaux et il a eu très peur de partir en prison. Donc indépendamment de ça, on sait qu'elle reviendra probablement jamais sur les réseaux sociaux. Et dans l'article qui parle de ça, ils disent aussi que le fait de s'attaquer à l'avortement, ça devient de plus en plus organisé, y compris en France. Donc avec des gens qui ont des moyens, qui sont coordonnés
et qui vont faire ce genre d'actions et d'autres actions. Donc tout le côté anti-avortement, etc., qu'on a aux États-Unis arrive chez nous. Bah, en termes de gens moyens, il suffit qu'on parle de Bolloré, on voit les moyens qu'il y a derrière aussi. Oui. Ouais. Mais moi aujourd'hui, je vois les choses de manière positive. C'est ma nouvelle décision pour ne pas sombrer dans le désespoir. Et je me dis, en fait, c'est vachement bien. Parce que les gens n'arrivent pas à décrocher des réseaux sociaux, parce qu'ils ont cette habitude comme ça, ils ont leur compte, tout ça. Même s'ils savent que c'est toxique et que c'est possédé par des multinationales, également toxiques. Mais par contre, à partir du moment où les réseaux sociaux vont les quitter, de même, ça va peut-être permettre de faire évoluer les choses. Oui, peut-être, effectivement. Il y a un autre truc, je vais en dire deux, je triche, mais dans la même rubrique, il y a maintenant plusieurs magistrats de la Cour pénale internationale qui se sont fait sucrer, dégager des services américains. Il y a quelques mois, il y en avait un. Maintenant, il y en a plusieurs, dont un français. Et donc, leurs comptes Microsoft ont été fermés. Donc, ils ont perdu tous leurs accès. Mais ils sont également dégagés des autres services, et notamment la carte bancaire Visa. Donc ça veut dire que pour acheter sur Internet, tous ces trucs qui correspondent aujourd'hui à la vie moderne, c'est plus possible. Donc ça démontre le pouvoir que les États-Unis ont au travers de l'informatique et de tous ces réseaux, qu'ils soient bancaires ou Internet. Voilà. Et pourquoi ils ont été... Alors parce que ils ont eu l'outrecuidance de demander des comptes à Netanyahou et son ministre de la Défense, ou de l'attaque, de la guerre, et d'émettre des mandats d'arrêt contre eux, internationaux. Ah, les petits polissons. Voilà. Donc c'est des mesures que les États-Unis destinent normalement aux mecs d'Al-Qaïda, ce genre de choses. Donc ça met le niveau... de gravité des faits en question. Et ce qui est rigolo, c'est que Trump, très récemment, aurait, j'ai pas vérifié l'info directement, mais aurait demandé une amnistie pour Netanyahou. Donc si on est amnistie, c'est bien qu'il est coupable de quelque chose. Non, c'est quand il était condamné. Condamné, ouais. Parce que tu sais bien que, et on va en parler, tous les gens qui sont condamnés ne sont pas coupables. Oui. Alors, du coup, on va se lancer sur notre sujet, sur la quoi déjà ? L'impunité. L'impunité, voilà. Et donc, Yann, tu nous as préparé quelques éléments. Tout à fait. Avec des chiffres. Tout à fait, avec des chiffres. Parce que j'ai été assez surpris, parce que en cherchant, d'habitude, j'aborde des choses plutôt sous un angle, on va dire, soit sociaux, soit philo, soit histo. Et j'ai cherché quelque chose sur ce sujet-là en France. Parce que, on va surtout parler de l'impunité en France, en l'occurrence, si c'est pour rebondir sur Sarkozy, puis c'est surtout un système juridique. Je me vois moins, même si je suis pas du tout un expert du droit, je me vois moins commenter un système juridique anglo-saxon que je connais très mal, finalement. Oui, donc ça veut dire que tu parles d'impunité sous l'angle juridique, déjà. Sous l'angle juridique, ouais. Oui, puisque effectivement, si on est parti de l'emprisonnement de Sarkozy pour avoir cette idée-là, même si évidemment on va élargir le sujet, je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Mais alors, du coup, en cherchant des choses sur le sujet, je me suis rendu compte que finalement, dans tous les bouquins qui correspondent à l'approche que j'ai d'habitude, en fait, alors, il est possible, et dans ce cas-là, que les auditeurs me le disent et me le signalent, que j'ai raté des sources, mais en fait, c'était généralement des paragraphes ou des courts chapitres dans des bouquins qui traitaient de sujets plus larges, comme effectivement la société de classe, ce genre de choses. Mais il y avait assez peu, finalement, de choses qui étaient entièrement consacrées à ça. Donc j'ai cherché des chiffres à la place. Tu voulais dire un truc Oui, non, c'est en sociologie, cette question des inégalités est vraiment un point très important. Oui. Après, sous l'angle purement de l'impunité, peut-être pas, effectivement. Ouais. Et effectivement, là, je vais surtout le faire sous un angle d'inégalité, parce que c'est là où j'ai trouvé le plus de données. Et finalement, ma principale source, c'est une thèse qui a été publiée, qui a été soutenue en 2014, donc ça fait un peu plus de 10 ans, et qui se base sur des données, les données des 10 années précédentes. Donc, à prendre avec des pincettes, dans le sens où c'est des données qui ont entre 10 et 20 ans. Est-ce que ça a évolué ou pas, et dans quel sens ? Le monde est bien plus sympa. Le problème, c'est que bon, je suis d'accord avec toi, mais faute de chiffres, faute de concret, si tu veux, pour étayer ça, on va s'appuyer sur des données qui ont 10 ans. Voilà, même si les choses ont changé, on sait que ça ne va pas radicalement changer. Les faits sociaux, ça ne bouge pas vite. Surtout la justice, ça ne bouge pas vite. Donc voilà. Et cette thèse, et puis aussi sur un article, alors la thèse en question donc s'appelle Des destinées judiciaires pénalement et socialement marquées, par Virginie Gautron et Jean-Noël Retière.
Et je me suis également pas mal appuyé sur un article de l'Observatoire des inégalités, pour être précis de Louis Morin, qui est le directeur de l'Observatoire des inégalités, qui réagissait justement à la publication de cette thèse, mais quelques années après. Et l'article en question s'appelle « La justice française n'est pas juste », où il commente effectivement les chiffres qui ont été publiés et ce genre de choses. Donc voilà globalement l'angle sous lequel je vais l'aborder. Et c'est pas mal qu'on commence là-dessus, parce qu'après, donc on va rentrer un peu dans le sujet, etc. mais je pense que c'est intéressant quand même d'avoir des chiffres, dans le sens, et puis des chiffres fiables, dans le sens où on sait que la justice... Le système judiciaire. Que le système, que le judiciaire est pas juste du tout, en fait, et qui est totalement dans le deux poids deux mesures, et que finalement, les gens qui sont les plus haut placés, en général, parviennent très bien à s'en sortir. Avoir des procès où après, ils vont sortir de leur procès, ils vont retourner chez eux, au pire avec un bracelet électronique, etc. C'est ça aussi qui a fait un peu scandale, entre guillemets, dans l'histoire de Sarkozy, c'est que finalement tout le monde pensait qu'il allait retourner chez lui avec un bracelet électronique, et la surprise, non, tu vas en tôle. Voilà. Alors, j'ai eu envie de lui dire bonne santé quand il est rentré. Voilà. Bon. Donc oui, on le sait, mais je trouve intéressant en fait de quantifier ça, parce que même moi, en lisant, en fait, en voyant le tableau avec l'ensemble des chiffres, j'ai été vachement surpris parce que c'était au-delà de ce que j'avais imaginé avant, en fait. Et c'est pas mal parce qu'on a tendance à se dire qu'on a des idées préconçues sur le sujet, mais finalement on sait pas sur quoi elles reposent, à part un simple constat, un simple truc quotidien. Donc c'est bien de ramener les choses à leur place. Voilà, en gros. Et je voulais caser la fameuse citation de La Fontaine, et j'ai oublié mon intro. Tu sais, il est pas trop tard pour les la caser. animaux malades de la peste, qui se termine par « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Je précise que c'est métaphorique, hein, c'est pas une histoire de racisme. Même si on voit qu'il joue un rôle aussi dans le fonctionnement de la justice. Ouais. Certes. Donc par exemple, parmi les chiffres qui m'ont énormément surpris, qui étaient énoncés dans cette thèse, en gros, près de 60% des emprisonnements fermes, c'est contre des fonds d'emploi. Ouais. Je pense pas qu'ils représentent 40% de la population en âge de bosser. Mais en même temps, est-ce que l'oisiveté n'engendre pas le vice ? Et l'autre truc qui m'a aussi vachement surpris, c'est qu'on a 31% des prévenus qui vivent avec moins de 300 € mensuels qui subissent de la prison ferme au cours de leur vie. 31%. Et ceux qui ont un revenu supérieur à 1500 € sont 7%. 7,1 pour être précis. Donc, tu vois, le ratio, il est quand même assez considérable. Ça va quand même coller un bon coup. Alors, s'il y en a que ça intéresse, l'article de l'Observatoire des inégalités, donc la justice française n'est pas juste, il est consultable justement sur le site de l'Observatoire des inégalités. Et la thèse, que je vais utiliser aussi pour mentionner les chiffres, des destinées judiciaires pénalement et socialement marquées, elle est publiée sur le site de la HAL, HAL. Donc c'est accessible, etc. C'est pas Elsevier, il n'y a pas un paywall, c'est tout gratos, et vous pouvez regarder ça. J'ai quelques autres chiffres si vous voulez, c'est autant qu'on y est. Est-ce que tu as un chiffre sur le sexe ? Parce que ça, c'est un argument des masculinistes, de dire que en prison, tu as essentiellement des hommes. Exact. Non. Effectivement, j'ai pas trouvé là. Et que répondre à des masculinistes qui ont cet argument ? C'est une bonne question. Il faudrait que les mecs fassent moins de conneries, qu'ils se fassent moins choper. Alors, c'est toujours très tendu. Moi, j'avais lu un bouquin d'une criminologue et qui défendait l'idée que les femmes étaient sous-représentées, le crime féminin était sous-estimé, et qu'il y avait une sorte de biais de la femme douce et gentille, et qui faisait que les enquêtes et les tribunaux avaient tendance à être beaucoup plus indulgents et compréhensifs avec des femmes. Et que, également, le crime féminin était généralement moins spectaculaire que le crime masculin. Il y a quelques exceptions, mais c'est vrai qu'elles sont toujours remarquables. Les empoisonneuses, récemment, la jeune femme qui a été accusée d'actes de barbarie sur une petite fille. Oui. Mais c'est vrai que c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Mais alors les questions que ça soulève, les chiffres que j'ai cités, il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les citer parce que on se marre un peu dessous. Un autre qui est intéressant aussi, c'est que la probabilité pour les personnes nées à l'étranger, par rapport à celles nées en France, d'être placées en détention provisoire, c'est 4,8 fois plus, pratiquement 5 fois plus. Pareil, c'est assez énorme. Et alors, le truc, c'est que, et ça je peux le comprendre, il y a dans l'esprit des gens cette espèce d'idée que, ah ouais, mais si je ne le mets pas en détention provisoire, il va prendre l'avion, il va retourner au bled, je ne le reverrai jamais, et puis voilà, quoi. Alors que la personne qui a pignon sur rue, oui. Non, mais déjà qui a toute sa vie en France, si tu veux. La discrimination, et puis
la relative impunité. Je dis pas que t'es totalement impuni quand t'es né en France, etc. Mais déjà là, il y a un premier biais qui est lié à ça. Parce que qu'est-ce qui t'empêche de te barrer aussi voilà. Mais les gens partent du principe que, sous prétexte que t'es né en France, t'as toute ta vie ici, donc t'as aucune raison de partir, ce qui est pas forcément le cas. Surtout pour les ultra riches qui souvent voyagent beaucoup et qui ont une maison un peu où ils veulent. Ouais. Oui, mais eux vont rarement au tribunal et certainement pas pour ce genre d'affaires-là. Et de même, aujourd'hui, on a un ultra riche qui est en procès, enfin, qui a des problèmes avec la justice, propriétaire des SFR et tout ça. Patrick Drahi. Patrick Drahi, donc pour avoir menti, pipoté, etc. Mais voilà, il risque pas de se faire mettre en tôle avant bien longtemps. C'est une question. C'est-à-dire qu'à la limite, tu risques plus d'aller en tôle. J'ai parlé justement de l'écart par rapport aux personnes sans emploi. C'est encore plus grand si tu prends des gens sans domicile où tu as vraiment un écart qui est considérable. Ouais. Alors, pour être allé voir une fois des affaires sur les comparaisons immédiates, il y a vraiment dans le théâtre du tribunal ce côté de est-ce que la personne a un projet d'avenir ? Est-ce qu'il a une famille ? C'est exactement ça. Et est-ce qu'il y a un boulot ? Et ils avaient tous un papier de un mec qui tenait un kebab quelque part et qui dit ouais je vais l'embaucher. Et il y en avait peut-être un ou deux qui n'avaient pas ça et on sentait qu'il était très mal parti. On sentait aussi que le tribunal il croyait pas une seconde, mais ça fait partie du dossier. Ça fait partie du truc. Il y a une discrimination objective en fait qui est faite, c'est-à-dire que les magistrats en gros se disent que globalement si tu as un boulot et que tu vas faire de la prison ferme, tu vas perdre ton boulot et on ne veut pas fabriquer des chômeurs. Pour la faire courte, c'est ça. Mais c'est probablement dans la loi, tu vois, c'est que même pas, ils n'ont même pas besoin de considérer ça, c'est que si c'est les circonstances qui vont réduire la peine, le tribunal va appliquer le truc bêtement, quoi. Ouais. Et le côté célibataire aussi, moi j'avais trouvé, en plus quand j'avais vu ça, j'étais célibataire à l'époque. Même si j'étais assez loin de me retrouver au tribunal pour des affaires de trafic de drogue, je me suis dit, mais en fait, en tant que célibataire, ma vie vaut moins que celle d'un mec qui s'est mis en couple, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais si je me retrouvais là, je prendrais beaucoup plus cher que n'importe qui d'autre. Et effectivement, quand on parle de la justice qui n'est pas juste, très souvent, en fait, il y a des profils de bons coupables et de mauvais coupables. Il y a les personnes et il y a les peines aussi. Et là, pour moi, c'est là qu'il y a la plus grosse différence, c'est que en gros, ce qui intervient beaucoup, c'est la notion de trouble à l'ordre public. Et on considère que si tu vas casser la gueule à quelqu'un dans la rue, c'est un trouble à l'ordre public, tu auras plus de risques de, peut-être pas de faire de la tôle, mais ça dépend en fait, s'il porte plainte et qu'il a un bon avocat peut-être, que si tu voles dans la caisse. Y compris dans les caisses de l'État, y compris si tu voles des millions dans les caisses de l'État, c'est moins grave, tu vois. Si t'es un SDF qui a piqué un casse-dalle à Monop, c'est aussi le vol sur la voie publique ou tout ça, c'est un trouble à l'ordre public. Ouais. Alors que les milliards qui disparaissent... C'est un trouble à l'ordre public beaucoup plus grand, mais c'est pas considéré comme tel. Terribles, bien plus fortes, mais effectivement... Mais je pense qu'il y a une question aussi, c'est compliqué de se représenter. Quand tu sais que Marine Le Pen a piqué des millions dans la caisse... Des millions, pour les gens, ça a un côté très abstrait. En plus, ils se disent, c'est l'Union européenne, c'est pas vraiment moi. En fait, je pense qu'au-delà d'une certaine somme ou d'un certain niveau de crime, ça devient quasiment abstrait. Je pense qu'il y a ça aussi. Quelqu'un qui grille un feu rouge et qui emboutit une voiture ou qui fauche un passant, le crime, il est matériel, évident, tu peux le voir, tu peux le décrire. Comment tu peux te représenter le fait d'organiser un système de corruption, de détournement pendant des années Peut-être que si on avait des médias... déjà ce que ça fait 1 million, l'Armina. Peut-être que si on avait des médias qui fassent le boulot, tu vois, ça serait, la vie des gens changerait. Heureusement qu'on est là. Voilà. Mais alors cette notion de trouble à l'ordre public, justement, c'est quand même... Là intervient vraiment le truc de classe purement marqué. C'est-à-dire que les crimes qui sont les plus communs, finalement, parmi les gens qui sont considérés comme des élites, des dirigeants, etc., c'est des crimes qui ne sont pas considérés comme un trouble à l'ordre public. Tu fais un énorme trou dans les caisses de l'État qui vont plomber à peu près tous les services publics, etc., mais c'est pas un trouble à l'ordre public. Tu voles ton casse-dalle à Monop, là, c'est un trouble à l'ordre public. Et tu auras d'autant plus de chances de faire de la tôle. Sur les SDF, c'est encore plus marqué. Hein. J'avais dit donc que pour les gens qui n'avaient pas de boulot, on passait de combien d'ailleurs ? Il faut que je trouve le chiffre. Alors moi, ce que je me dis pendant que tu cherches, c'est que par rapport à cette question d'impunité, justement, est-ce que là, on n'a pas l'illustration que... parce que pour moi, dans l'impunité, il y a cette idée que c'est visible, que c'est flagrant,
que on te le met en pleine tête, quoi. Mm. Et justement, la personne qui va détourner du pognon, qui va faire de la fraude fiscale, etc., ça se voit pas, donc ce que vous expliquez. Les conséquences se voient directement, par contre. Oui, alors, enfin, les conséquences, tu les vois pas... En gros, il y a moins d'argent, mais c'est par ricochet, etc. Oui, c'est Et par- comme c'est personne dilué. ne matérialise la chose, quelque part, tu peux dire c'est pas tout à fait de l'impunité, puisque la personne, bon, va avoir des problèmes avec la justice, on va pas trop parler du truc, on va pas parler des conséquences, et il va y avoir un côté assez caché, finalement, dans cette affaire-là. Donc ça veut pas dire que le système n'est pas corrompu, mais il va entretenir une illusion que tout va bien. Tout à fait. Mais en plus, le truc est le fait que ce soit des gens qui se retrouvent beaucoup plus souvent avec des peines de prison ferme, etc., etc. Dans l'exemple que j'ai donné, le gars qui va voler son casse-dalle, mettons, voilà, ou qui va voler un truc, peu importe, bah, s'il a envie de bouffer, il aura sûrement de nouveau besoin de bouffer le lendemain, et encore, et encore, et encore. Et donc il va être récidiviste, multirécidiviste, et il va se retrouver en tôle. Voilà. C'est un système à cliquer. Hein, la C'est justice. totalement ça. Il y a clairement, en fait, il y a un truc à deux vitesses, et c'est ça dont bénéficient les dirigeants. Et c'est ça qui fait que tout le monde est surpris que « Ah bah merde, Sarkozy va en tôle. Voilà. Ah bah merde, les Balkany, à un moment, ça a fini par plus marcher. » Et déjà, dans l'histoire de Sarkozy, ce que j'avais trouvé, on peut trouver que c'est très lent, mais il faut se rappeler que dans les générations précédentes, un type comme le mec qui terrorisait les terroristes, Charles Pasqua. Charles Pasqua, pendant des décennies, on savait qu'il avait des affaires, tout le monde en parlait, etc. Ça finit par arriver devant la justice quand il était déjà super âgé, et quand l'affaire a fini d'être jugée, il avait 85 ans, il est mort 6 mois après. Mais Pasqua, c'est particulier, et Dati est dans le même cas de figure à Ouais. bien des égards, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des putains de dossiers sur tout le monde, Oui, et mais s'ils à tombent, l'époque, tout le monde tombe. à l'époque, tout le monde avait des affaires, parce que je pense que le monde était très largement, au moins aussi corrompu Ceux qui ont qu'aujourd'hui. été aussi longtemps à l'intérieur, en général, Ouais. ils ont des trucs beaucoup Non, mais plus même solides. tu prends Chirac, c'est pareil. Je dirais, lui aussi, il avait des casseroles et il a fallu. Enfin, le truc a fini par se solder quand il était déjà un vieillard et que c'était passé. Enfin, moi, j'ai pas trop de souvenirs de politiciens qui sont pris leur affaire alors qu'ils étaient encore vaillants, quoi. Après, dans les chiffres aussi qui sont indiqués donc dans la thèse, le truc quand même qui fausse les choses, c'est en amont. Mm. Tu as déjà de la discrimination en amont, Oui. avant le procès. Parce que tu seras, en fonction de ton profil, entre guillemets, etc., tu seras plus souvent contrôlé, donc plus souvent susceptible, si tu as fauté aux yeux de la loi, de te retrouver avec des problèmes, que si tu es un mec blanc qui bosse en costard, tu vois. Oui, oui. Il y a ça chez Foucault, dans Surveiller et punir, hein, où il dit, donc il explique ce côté cliquet, et ce côté qu'en fait, c'est une carrière de devenir délinquant, et que tu es soumis à l'examen, et donc à partir du moment où tu commences à rentrer dans une carrière de délinquant, tu as des étiquettes qui se collent à toi, et donc tu vas être de plus en plus sujet à la surveillance, et donc le moindre de tes faux pas te retombera dessus. Ouais. Mais effectivement, oui. Donc il y a déjà un filtrage en amont même de la procédure judiciaire, en fait. Mhm. Donc déjà, ça va fausser les stats avant même que l'exercice Oui. commence, parce que tu passes vraiment les justiciables au tamis déjà avant même qu'ils se présentent, qu'ils soient présentés au tribunal. Mais effectivement, il y a je sais pas, les auteurs de la thèse, ils citent vraiment l'immunité relative dont jouissent les auteurs de délits financiers, qui est emblématique de l'inégalité engendrée par les processus législatifs Oui. et répressifs. Ça renvoie notamment à ce que je disais la dernière fois sur les cum-cum, là, le scandale de la loi qui a été votée pour faire payer les gens qui font du bénéfice sur les ventes d'actions, et où le gouvernement a neutralisé la loi pour que surtout on n'aille pas retrouver les fraudeurs fiscaux. Alors bon, je vais passer la main, mais si vous voulez retrouver la totalité des chiffres et des analyses qui en ont été faites, donc je vous invite à aller regarder, à aller consulter cette thèse, puisqu'elle est en accès libre et c'est gratos et tout, et ce qui est très bien, parce que on a quand même beaucoup avec des paywalls. Tu peux rappeler le nom de la thèse comme ça? Le nom de la thèse, Qui sera en commentaire. Des destinées judiciaires pénalement et socialement marquées, par Virginie Gautron et Jean-Noël Retière. Voilà. Et allez voir les comparutions immédiates. Si ça vous tente, on peut y aller tous les trois. J'ai fait ça il y a longtemps et c'était quand même une expérience assez édifiante, et je pense que c'est un truc... Ça pourrait être intéressant, Voilà, parce que moi je suis c'est surtout cool. allé voir des procès d'assises, mais pas Ouais. tellement de comparutions immédiates. Mais effectivement, même, justement, ça fait partie des chiffres qui sont cités aussi, je pense, les chances, je parle d'une chance, d'être présentés en comparution immédiate sont beaucoup plus fortes sur le profil des personnes. Ouais. On s'arrête là. Oui, on va On s'arrêter. va mettre de la Oh, si je musique. peux quand même citer un chiffre, moi, Oui, en vas-y. complément. Alors, c'est pas
c'est lié, bien sûr, parce que la corruption et l'impunité, c'est deux faces d'une même médaille. Tant qu'il y a de l'impunité, il y a de la corruption. À partir du moment où la corruption est partout, l'impunité est organisée. Et le 6 décembre 2024, Mediapart, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce journal, a fait un article sous la plume d'Anton Rouget, où en gros ils se sont contentés de prendre le dernier mois, en fait, plus précisément entre le 12 novembre et le 4 décembre 2024, et chaque jour une affaire de corruption. Et donc ils les décrivent une par une. Et le titre de l'article, il est accablant. C'est corruption, une affaire par jour, mais tout le monde s'en fout. Eh ben voilà. Ouais. Eh ben, Je vais juste finir sur un dernier truc. Oui. J'ai quand même 2 bouquins à recommander justement sur le sujet. Alors par contre c'est des exemples. C'est vrai, ça cite pas tellement de chiffres, etc. C'est juste des gens qui citent leur carrière. Donc t'as Éric de Montgolfier, ex-procureur, me semble-t-il, etc. Qui a fait un bouquin qui s'appelle Une morale pour les aigles, une autre pour les pigeons. Excellent titre. Excellent titre. Et que je vous recommande. Et t'en as un autre, c'est une BD qui s'appelle Les riches au tribunal, sous-titré L'affaire Cahuzac et l'évasion fiscale. Donc là, on revient vraiment sur le sujet, qui est une BD qui a été scénarisée par Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Donc bon, voilà, on devine l'orientation politique du propos. Hein, mais, donc deux sociologues qui ont travaillé sur la grande bourgeoisie. Oui, la grande bourgeoisie. Exactement. Pas riche, mais la grande bourgeoisie. Et là, donc, c'est un peu leur récit sur le suivi de ce procès-là. Donc, on est encore une fois dans le type d'affaires où c'est des puissants qui sont au pouvoir et on est sur de la fraude financière à grande échelle, etc. Et le dessinateur, parce que je vais autant citer tout le monde, s'appelle Étienne Lécroard. Voilà. Très bien. Bon, on se fait cette pause musicale que j'annonce depuis à peu près 5 minutes. Et on se retrouve après. En panne de sens, de retour après cette pause musicale. Donc Yann, tu nous as donné des éléments chiffrés sur le côté judiciaire de la justice. Chiffrés. Il y a des tableaux entiers en fait dans la thèse, si vous voulez vraiment avoir tout le détail. Et donc qui montrent que ne serait-ce que sur cette partie-là, il y a une injustice terrible et structurellement une inégalité terrible. Ce qui est assez rigolo quand on voit aujourd'hui tous les gens qui soutiennent Sarko et qui disent que c'est une victime du système et que
la justice est vraiment... c'est un procès politique. Voilà. Que c'est vraiment des salauds, alors que Sarko fait partie des gens qui quand même le sont les plus favorisés, quoi. Alors l'impunité, moi je vais apporter quelques éléments dessus, et quand vous avez choisi ce sujet, parce que moi j'étais pas pour, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus par rapport à mes références habituelles, et je me suis dit en fait pas grand-chose. Donc j'ai fait un truc terrible, j'ai utilisé ma tête. Donc je me suis dit, ok, l'impunité. Donc on a l'affaire Sarko en question, mais finalement, vu qu'il est en prison, il n'y a pas d'impunité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait scandale auprès de plein de gens. Et justement, parce qu'habituellement, il y a une impunité. C'est ça. Et parce qu'il y en a un qui y a échappé cette fois-là, c'est ça qui a fait scandale, en fait. Et ce que je trouve incroyable quand même dans cette affaire-là, bon, il y a le pognon, etc., c'est que quand même dans le business qu'il avait mis en place avec Kadhafi, c'était de donner un blanc-seing à un terroriste qui avait organisé l'attentat du DC-10, avec 120 morts, je crois, dont 54 Français, et notamment l'association des familles des victimes de cet attentat se sont pas mal fait entendre dans l'affaire en disant mais c'est bien de Sarko, enfin c'est bien de ça dont on parle, et de gens qui ont en gros voulu, contre du pognon, lâcher un terroriste, etc. Et c'est là où moi je suis assez épaté par cette position des gens qui défendent Sarko, où tu dis mais comment tu peux faire ça, enfin, d'un point de vue moral, et si tu es dans une morale comment tu peux faire bien ça pensante, dans un monde où voilà. où il y a plein de gens qui vendent des armes à Netanyahou, etc. Comment c'est possible de... Non, mais je veux dire, quand tu... En fait, bon, il y a une hypocrisie dans le système, mais tu veux dire, t'as un truc de terrorisme avec des morts français, d'un avion abattu, etc. Le truc est jugé. Et comment tu vas les défendre, comment dire, l'intégrité d'un Sarkozy qui a vendu ce truc-là. C'est-à-dire que mis de côté toute l'hypocrisie du système, voilà, sur laquelle je suis bien d'accord. Mais ce qui prouve, voilà, que pour moi c'est la hauteur effectivement de ce système-là, c'est que au final, une fois qu'on a gratté la surface, on s'aperçoit que en fait il n'y a pas de limite et qu'il y a en réalité aucune morale, on s'en doutait. Mais pour moi c'est une très belle illustration de ce truc-là. En termes d'impunité actuellement, pour moi je reviens sur notre précédente émission sur la taxe Zuckman et l'idée de taxer les riches. Donc ça a été, il y a eu quelques allers-retours à l'Assemblée nationale et donc comme prévu ça a été écarté. Donc là aussi impunité, où on a cette affaire-là, on sait que Sébastien trouve que c'était tiède, etc. Mais pour moi, avait ce mérite de remettre le sujet sur la table. Et en gros, le sujet est sur la table très clairement. 78% des Français sont pour le fait de taxer les ultra-riches. On a dit en clair et net qu'ils s'en mettent plein les poches, qu'ils s'enrichissent à une vitesse faramineuse, où ça va à toute vitesse. Et il est impossible d'y toucher. Donc là aussi, pour moi, on est dans le domaine de l'impunité. Oui. On est également dans le domaine de l'impunité quand on voit la façon dont Macron et son gouvernement va systématiquement tirer la ficelle. On revient sur ce que dit Viktorovitch, sur le fait qu'il va aller utiliser les règles au max sans avoir aucune considération pour l'esprit de la loi. Le fait que dans son gouvernement, il y a une quantité de gens corrompus, avec des histoires de viols, de trucs par soumission chimique, enfin de tas d'affaires. La République exemplaire. La République exemplaire en fonction, et que tout ça n'a aucune conséquence, et que le monde tourne très bien avec ces gens-là. Il y a le génocide à Gaza aussi, hein, je pense que c'est sans doute le truc d'impunité le plus spectaculaire. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Ouais. Et en cherchant un peu des éléments, je suis tombé sur une interview d'un mec qui s'appelle Bertrand Badi, qui est sociologue des relations internationales, dont je ne connaissais pas l'existence, qui est un vieux monsieur et qui parle très bien, c'est un prof, hein, voilà. Et l'interview s'appelle « L'ère de l'impunité criminelle, l'humiliation et l'impunité, cause ignorée de la guerre qui aggrave tout ». Il a écrit plusieurs bouquins, il en cite notamment un quand il mentionne, que j'ai trouvé intéressant, qu'il a écrit en 2004, qui est l'impuissance de la puissance. Et alors je ne vais pas résumer tout ce qu'il a dit, parce que ce n'est pas le sujet, et autant regarder la conférence. Mais pour moi, il a cette idée que j'ai trouvée très intéressante, de dire qu'à partir dans le monde de l'après-Seconde Guerre mondiale, on a, selon lui, été témoin de la perte de puissance de la puissance. C'est-à-dire qu'avant, on avait un monde de monarques, de gens qui étaient tous cousins, qui se connaissaient, qui avaient une vision identique du monde, et qui pouvaient lever une armée, aller péter la gueule de tout le monde, prendre le contrôle d'un territoire, et ça marchait. Et que dans notamment les guerres de décolonisation, et lors de la guerre froide, on a eu toute une série d'affaires où on a sorti la puissance. Donc Dien Bien Phu, la France qui part au Vietnam pour contrôler ses anciennes colonies, essayer de les garder, et qui se prend une raclée.
Madagascar aussi, à peu près. Pardon ? À Madagascar aussi, à peu près à la même époque. Ou la guerre d'Algérie, voilà. La guerre du Vietnam, où les Américains ont déployé une débauche de moyens complètement hallucinante. Il faut savoir qu'ils ont, sur toute la péninsule, parce qu'évidemment c'est pas que sur le Vietnam, ils ont lâché plus de bombes que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Donc sur ce petit territoire, il y a une concentration. Et sur le Cambodge, effectivement. Oui, sur le Cambodge aussi. L'Afghanistan, tout le monde est passé dessus. L'URSS s'est cassé les dents, les Américains se sont cassés les dents. Pourtant, voilà, il y a rien là-bas. Enfin, il y a rien. C'est pas une grande puissance, etc. Donc, je trouvais cette idée très très intéressante. Et donc, lui, qui voit les choses d'un point de vue international, dit que dans le monde moderne, les puissants dépendent des faibles, puisqu'on a besoin du pétrole, qui est dans des pays qui sont pas puissants, etc. Puis dans certains cas aussi, on avait besoin d'un grand désert pour faire nos essais nucléaires. C'est ça, voilà. Et que, en fait, cette vieille façon de faire de la diplomatie ne marchait plus, et qu'on pouvait plus juste arriver avec son gros canon et faire taire tout le monde. Et il a cette question de l'humiliation, où il fait le lien avec l'impunité, et où il dit que c'est toujours été un paramètre dominant. C'est-à-dire que dans la période coloniale, l'humiliation des peuples est super importante. Alors, notamment en Algérie, où on sait qu'il y a des grands hommes de la nation comme Jules Ferry qui parlent de race inférieure, de race supérieure. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais j'avais lu quelques trucs sur l'Algérie, notamment fin 19e, où il y a vraiment certaines personnes qui ont encore aujourd'hui des boulevards, des choses comme ça à leur nom, qui expliquaient qu'il fallait en gros tuer les hommes, violer les femmes pour faire disparaître la race algérienne, etc. Enfin, ou les Arabes. On note que comme symbole de domination ultime, en fait, pas oublier que contrairement à beaucoup d'autres colonies, c'était des départements. Sauf que les gens qui étaient nés dans ce département, en fait, ils n'étaient pas citoyens. Voilà. Et il a cette idée qu'en gros, la force ne marche plus, la force brute. Il a cette formule, il dit comment un canon peut-il faire taire l'humiliation ? Et donc, quand tu écrases les gens et que tu les humilies, ça reste. Et on pense à Gaza, où vont tuer des tas de gens. Mais tout ce qu'ils font, tout ce que l'armée israélienne fait aujourd'hui, passera jamais, en fait. Et il dit que dans les gens qui sont dans la logique de l'impunité et de la puissance, ils ont cette logique. Alors, ça, c'est ma formule, parce que j'aime bien ce truc en disant si la force brute n'a pas marché, c'est que tu n'en as pas utilisé assez. Et c'est la même chose avec la puissance. Donc, les gens qui la déploient sont dans cette logique-là. Et il dit que pour lui, l'impunité, c'est pas juste une question d'immunité, c'est-à-dire je fais ce que je veux et je n'ai pas les conséquences, mais c'est une forme de pouvoir. C'est-à-dire qu'en étalant, et c'est ça pour moi l'idée la plus intéressante que j'ai trouvée chez lui, c'est qu'en étalant mon impunité, je passe un message aux gens que je suis en train d'humilier, en train d'écraser, en disant voilà, j'ai le pouvoir absolu puisque regarde ce que je suis en train de faire et il n'y aura aucune conséquence. Ouais, c'est purement démonstratif, quoi. C'est voilà. Un acte de représentation. Et pour moi, c'est là où je pense que dans la période actuelle qu'on vit, on est dans cette logique-là et qu'il y a eu un basculement, c'est-à-dire que le monde a toujours été corrompu, et peut-être même plus par le passé qu'aujourd'hui. C'était plus caché, en fait. Voilà, mais il y avait le souci d'avoir un vernis de respectabilité et de faire semblant. Et aujourd'hui, pour moi, ça a sauté, quoi. Voilà. Et j'ai regardé aussi une conférence de Barbara Stiegler, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais elle pointait notamment le mépris qu'il a pu y avoir dans les discours de Bayrou quand il était encore Premier ministre, où il parle des Français en disant Jeannot, Simone et Jojo, et avec cette idée que voilà, les gens sont trop cons, c'est des débiles, etc. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mec-là, c'était Gilles Lefebvre, ou non, Gilles Legendre, je ne sais plus. En tout cas, il se prénomme Gilles. En 2018, on va l'appeler Gilles. Voilà, en 2018, à un moment où on disait non mais le macronisme, vous prenez vraiment les gens pour des cons et vous êtes arrogants. Donc c'était le sujet qui sortait un peu disant vous êtes vraiment trop arrogants. Il avait dit notre erreur est d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil. C'est ça, mais ça c'est un vieux truc, c'est aussi vieux que l'emploi du mot pédagogie en politique. C'est ça. L'idée que quand envoyer les citoyens aux stades de mineurs. Quand les citoyens désapprouvent collectivement un truc, c'est pas parce qu'ils le désapprouvent parce qu'ils l'ont compris et qu'ils trouvent que c'est de la merde. Non, c'est parce qu'on leur a mal expliqué. À la limite, c'est de notre faute, mais on reconnaît notre tort, nous, grands génies. Parce qu'on a eu une super bonne idée, mais on l'a mal expliqué. S'il l'avait comprise, il l'aurait accepté. Tu vois, dans la foulée, moi, encore une fois, vous avez compris, je suis très positif ce soir. Et je trouve quand même qu'il y a un côté positif. Alors, certes, quand tu vois Trump, Netanyahou, etc., cette espèce de débauche de puissance qui est en mode « je suis puissant, donc j'utilise cette puissance pour t'écraser et tu ne peux rien faire », en toute impunité, pour le coup, parce qu'il n'y a pas pire...
sentiment d'impunité qui était mis à la gueule que ces gens-là. Mais il y a aussi, en France, notamment avec la condamnation de Sarkozy, un espèce de spectacle assez intéressant. D'abord, les masques tombent, c'est-à-dire que tu as des gens qui clairement, ouvertement défendent aujourd'hui le 2 poids 2 mesures. Oui. Et surtout, il y a quand même une espèce d'affolement. Tu sens, notamment dans la classe médiatique et politique, mais aussi médiatique, une espèce de stupéfaction. Mais comment on peut s'en prendre à des gens comme nous ? Et je pense que cette peur, ce qui explique aussi cette espèce de discours délirant qu'on entend depuis quelque temps, et qu'on entendait déjà avec Marine Le Pen, mais qui est décuplé maintenant avec Sarkozy, c'est vraiment quelque chose qui est aussi intéressant, qui révèle leur peur panique. C'est très flagrant parce que effectivement, d'habitude, quand quelqu'un juste va au tribunal, va en procès, ou il va s'en sortir avec un bracelet électronique, ou va savoir quoi, ses adversaires politiques le défoncent en disant que voilà. Et là, il y a énormément de gens qui ont défendu au contraire Sarkozy parce que il allait en tôle, enfin qui ont pris sa défense en tout cas, qui ont dit que c'était pas normal, que c'était un scandale politique, etc. Qui étaient des gens qui étaient ses adversaires politiques, ceux qui normalement l'auraient enfoncé si justement cette espèce d'impunité avait eu lieu. Là, effectivement, la panique, elle est très claire, parce que qu'il soit défendu par ses adversaires, c'est... Et au risque d'être un peu polémique, moi je me souviens qu'au moment où Marine Le Pen a été condamnée, on n'a pas entendu certaines personnes à gauche, notamment un certain Jean-Luc Mélenchon qui fait l'objet d'une enquête sur des affaires similaires, même si de moindre envergure. Et effectivement, et même il l'a un peu défendu en disant que ce n'était pas en passant par la justice qu'on condamnait qu'on combattait l'extrême droite. Et moi je trouve ça sidérant. Il a entendu parler de ce qui s'est passé à Nuremberg. Je sais pas, mais... Non, mais vraiment, voilà, c'est ce côté, encore une fois, même chez des gens qu'on pourrait penser pour l'égalité, pour l'état de droit, etc., une espèce plus ou moins impensée, plus ou moins explicite ou implicite de 2 poids, 2 mesures assumées. Oui. Alors pour moi, effectivement, je pense que cette mise en avant de l'impunité dans sa dimension politique est aussi un signe de faiblesse, mais c'est aussi le signe qu'on est dans un moment de grand risque. Que ce soit Barbara Stiegler ou Bertrand Badi, les deux ne parlent pas d'Hannah Arendt. C'est un grand reproche que je leur fais. Bon, indépendamment de mon intérêt majeur pour ce qu'elle dit, chez les deux, il n'y a pas, ou en tout cas j'ai pas vu, en même temps j'ai fait que regarder des confs, mais des trucs sur cette question du retour de la barbarie et du risque qu'il y a. Chez Arendt, la puissance, puisque Badi en parle, c'est une vertu cardinale. Parce que le totalitarisme... il a une logique où il va essayer de prouver la vérité. Donc il va faire des prédictions autoréalisatrices. Donc il va dire des trucs complètement cons, complètement bidons, complètement imaginaires, mais il va travailler à ce que ça devienne vrai, c'est-à-dire qu'il va plier la réalité au fantasme. Et donc, pour plier la réalité au fantasme, il faut de la puissance. Et donc, la puissance, la violence, etc., c'est une façon de prouver dans la réalité qu'on a raison. Donc, pour les nazis, c'est les juifs sont néfastes, alors on tue des juifs et on prouve qu'on a raison. En quelque sorte, je résume ça. Oui, qu'on a raison, non seulement parce qu'on peut le faire, mais parce qu'on n'encourt aucun risque en le faisant. Oui. Ou Trump qui envoie la garde nationale dans les villes démocrates en disant il y a des crimes, il y a du chaos, donc j'envoie la garde nationale. Et effectivement, en le faisant, il avalise sa propre parole. Voilà. Je pense que si le candidat dont tu parlais là, à la mairie de New York a été élu, il risque d'envoyer la garde nationale aussi. Ouais. Oui, parfaitement. Et donc, l'impunité de la puissance, pour moi, il y a cette logique de démonstration de vérité où on dit, en disant, puisque ça arrive et puisque vous ne pouvez rien faire, alors j'intimide les gens, je prouve qu'ils n'ont aucun pouvoir et je suis en train en quelque sorte, de changer le paradigme et par le fait de dire, c'est moi le chef puisque je suis en situation d'impunité. Et pour moi, il n'y a rien de gagné. C'est-à-dire qu'effectivement, si les gens s'écrasent, de fait, il prend le pouvoir. Pour moi, tu parles des États-Unis, je vois quand même une différence par rapport, et c'est plutôt rassurant et encourageant, malgré le merdier dans lequel on est, mais par rapport à l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que dans l'Allemagne nazie, le mouvement nazi était pire que la police. C'est-à-dire que le mouvement s'appuyait sur le parti et sur le mouvement, et il allait assassiner des gens, etc. Il y avait une espèce de système un peu sectaire, de cercle de secrets, avec les sympathisants qui allaient trouver des excuses, mais les nazis eux-mêmes ne s'excusaient jamais d'avoir assassiné des gens. Et donc ils s'attachaient à être encore plus dangereux que la police,
pour prouver que voilà, eux n'avaient aucune limite, que c'est eux qui étaient dans le vrai, puisque c'est eux qui avaient l'impunité totale et qui étaient dans la situation de l'absence totale de limite. Là où aux États-Unis, ça reste la police. Alors peut-être que l'ICE va tourner et probablement en police politique et que ça va devenir comme les SA et peut-être autre chose. Oui, il n'y a pas que ça, il y a aux aussi États-Unis. toute la base qui a l'air de sortir des milices chrétiennes du Midwest ou je sais pas quoi. Oui, oui. C'est ceux qui ont pris d'assaut le Capitole, etc. Voilà, mais pour l'instant, Ils n'en sont pas encore. j'ai pas vu d'infos. Alors j'ai vu des gens qui disent, qui ont dit Trump, appelle-moi, j'arrive avec mon flingue. Mais j'ai pas encore vu. En fait, ils n'ont pas été officialisés, ils n'ont pas été constitués encore de l'État, en fait. Ils ont été graciés, ils sont regardés avec bienveillance, ils sont choyés, mais on les a pas incorporés aux forces de l'ordre. Voilà. Donc pour moi, dans cette idée de l'impunité, ça va également avec la radicalisation du discours, où quand on va critiquer le génocide en Israël, ça veut dire qu'on est antisémite. Si on parle de l'attaque Zuckman, malgré sa tiédeur, ça veut dire qu'on veut, en gros, on déteste les riches et on veut les jeter dans la misère, et où, en fait, tout prend une proportion pas possible. C'est un peu vrai en même temps. Voilà. Enfin, moi, j'assume. Donc voilà, donc pour moi, ça me donne cette impression qu'on est sur une sorte de point de bascule, et que ça peut partir d'un côté ou de l'autre. Est-ce que tu me permets quelque chose ? Je sais que tu as parlé de Hannah Arendt, je me demandais si tu allais le faire, mais tu l'as pas cité. Et je trouve ça un peu dommage. Donc ce que je te propose, c'est de t'offrir une citation d'un philosophe également, qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, qui, dans Le Point en 2011, parlait au sujet d'une autre affaire qui n'est pas sans rapport peut-être avec Sarkozy, même si c'est pas exactement le même type de crime, et qui écrivait dans Le Point « J'en veux ce matin au juge américain qui, en le livrant à la foule des chasseurs d'images qui attendaient devant le commissariat de Harlem, a fait semblant de penser qu'il était un justiciable comme un autre. » DSK. Exactement. Et je trouve que le fait d'écrire avec... l'avantage avec Bernard Lévy, c'est qu'effectivement, c'est une espèce de boussole toujours, et qui indique toujours le Sud. Et effectivement, le fait d'écrire de cette manière-là, avec cette espèce de candeur, il en veut au juge d'avoir considéré que un puissant était un justiciable comme un autre. C'est quelque chose qui éclate partout aujourd'hui et qui est impressionnant. Voilà. Alors, avant de lancer la musique, il y a dans l'impunité un sujet que je voulais mettre et que j'ai oublié de mettre dans mes notes, qui était dans le domaine des agressions sexuelles, et qui est aussi un sujet essentiel. Et entre trois mecs, on a raté cet élément essentiel. Donc c'est aussi pour ça que j'ai casé cette citation. Voilà. Tout était prévu finalement. On se fait cette petite pause et Sébastien, tu vas nous parler cinéma. C'est ça.
Panne de sens de retour pour parler cinéma avec Sébastien, et donc le film, un vieux film. Un vieux film, effectivement. Sans film, couleur. Si, avec de la couleur, parce qu'il date il y a du son donc aussi. Exactement, et je vais même dire, il y a des personnages, ça bouge, et il y a une intrigue, et c'est incroyable. Donc ce chef-d'œuvre de modernité, il date des années 70, et quand je dis chef-d'œuvre de modernité, c'est une fausse boutade, parce que je trouve effectivement que c'est un film qui a fort peu vieilli, au point d'être encore très recommandable aujourd'hui. Et, je vais le nommer tout de même, c'est Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, que je vais appeler Enquête dans la suite de cette chronique par commodité autant que par fainéantise. C'est un film donc italien réalisé en 1970 par Elio Petri, un cinéaste très important qui est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, qu'on cite assez peu, et c'est bien dommage, et comme je vais essayer de m'en expliquer. Le film s'attache en fait juste à quelques jours de la vie d'un commissaire de police à Rome. C'est un personnage qui ne sera jamais nommé, ça a son importance, c'est pas un détail du tout. Et en fait, ce commissaire de police vient d'être promu, chef de la brigade politique. C'est un poste forcément prestigieux et il est chargé de surveiller les subversifs et les mouvements contestataires. Et le matin même de sa domination, en fait, on le voit se rendre chez sa maîtresse, une femme divorcée, avec qui il entretient une relation marquée par les jeux de pouvoir et d'humiliation et par la jalousie. Et du coup, il l'égorge dans un geste froid, prémédité, qui au départ d'ailleurs pour le spectateur un peu surprenant parce qu'on les a vus jouer un petit peu à des jeux un peu sadomaso et on se demande pendant un instant, est-ce que c'est à nouveau un jeu ou est-ce qu'il a vraiment tué ? Et en fait, on assiste dans les minutes qui suivent à une espèce de faux maquillage de scène de crime. Il transforme son crime en une expérience en fait perverse pour tester les limites de son impunité justement. C'est-à-dire que plutôt que de dissimuler les preuves, il va les semer délibérément des indices compromettants en laissant donc sur la scène du crime des empreintes digitales, des cheveux, des fibres de cravate, etc. Et en fait, il va ensuite lui-même suivre l'enquête de ses subordonnés ou ex-subordonnés, avec un mélange de fascination et de mépris. Et en fait, à la fois en s'amusant, on a l'impression, c'est un peu compliqué de savoir comment il pense, et en étant en même temps quelque part outré de voir que le système va totalement ignorer systématiquement les preuves qui l'incriminent. Alors c'est un film, il faut savoir, il est extrêmement agressif. Il est excessif et baroque, il y a des mouvements de caméra qui sont volontairement voyants, des transitions qui sont appuyées par c'est un film italien des années 70, c'est aussi l'époque du giallo, etc. Enfin, tous ces trucs-là. Très très fort, oui, c'est très maniériste, c'est ça. Mais là, vraiment, le giallo, c'était quand même, il y avait quand même toujours un côté des sensations fortes et ça. Mais il y avait quand même un côté très maniéré, très dans la démonstration un peu de. Ouais, mais ça jouait malgré tout un peu sur le voyeurisme. Là, vraiment, c'est un film qui, plutôt que je rapprocherais de cinéma politique de l'époque, je dirais pas jusqu'à dire que c'est comme Pasolini parce que c'est quand même très différent, mais il y a quand même une volonté là-dedans de bousculer le spectateur et notamment, quand vous verrez le film, parce que si vous l'avez pas déjà vu, je vous recommande vraiment de le voir. Je le revois. Ouais, et Luc, bien sûr, tu vas le voir dès qu'on aura fini. C'est ça. Et donc, les acteurs surjouent, par exemple. Mais vraiment, c'est très théâtral. Et ils sont filmés avec des gros plans qui déforment leur visage. C'est un festival de trogne pas possible. Ça devient presque un moment complètement délirant, un peu beauchien, avec de Jérôme C'est pour ça que je fais la comparaison avec le giallo. Qui a aussi un côté très théâtral, finalement, très grand guignol, etc. Oui. Ouais, j'ai pas vu beaucoup de giallo, c'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait autant d'attention au rictus, au mouvement de mâchoire, de transpiration, etc. D'accord. Bah, du coup, tu vois, je vais essayer de combler cette lacune. Ne te force pas, c'est pas non plus. Si t'aimes pas le genre, t'es pas obligé. Ouais, mais écoute, il faut savoir ce qu'on rate dans la vie. En tout cas, vraiment, tu sens que la caméra, elle traque les petits signes extérieurs ou les gros signes extérieurs de petitesse, d'arrogance envers les faibles et de servilité envers les puissants. Et c'est un film qui est assez remarquable parce qu'il n'y a aucun personnage positif. Le plus positif, peut-être, c'est la maîtresse, qu'on va revoir le temps de quelques flashbacks, et elle a un rôle extrêmement ambigu, un peu daté aussi, puisque c'est un peu le côté femme fatale, qui joue avec le feu et qui s'y laisse brûler. Et en même temps, c'est aussi un personnage très très moderne, mais je vais y revenir. Ça pourrait être insupportable pour un spectateur d'être agressé à ce point-là en permanence, mais en même temps, c'est
très fascinant, parce que d'abord le film reste totalement lisible et efficace dans sa narration. C'est pas du tout un film qui cherche à être non plus incompréhensible et confus. Il est même haletant, parce que pendant tout le film on se dit mais est-ce qu'il va s'en sortir, ou est-ce qu'il va être pris, est-ce qu'il va aller trop loin? Et moi je trouve que c'est révélateur de cette décennie que moi j'adore dans le cinéma, notamment américain ou italien dans le cas présent. C'est les années 70 où le cinéma pouvait être à la fois expérimental et grand public. Je disais déjà la dernière fois, oui. Oui, Ouais. et c'est pour ça, j'en suis navré. Je vais sans doute parler beaucoup dans cette chronique, soit de films assez récents, soit de films des années 70, parce que je trouve que c'est vraiment une décennie bénie, en fait. Et puis pour ce film précis, en plus, le caractère outrancier est en adéquation totale avec son propos. C'est-à-dire qu'en gros, le film caricature le caractère grotesque du pouvoir policier et plus généralement du pouvoir tout court. C'est vraiment une allégorie sur le pouvoir et sur la manière dont il rend les gens complètement et littéralement fous. Et justement, j'ai une petite question à te poser. Comme je t'avais dit, moi je l'ai vu mais il y a longtemps, donc je m'en souviens bien, et je me ferai un plaisir de le revoir, surtout pas donc t'en parles. Mais ouais, j'ai une question aussi, parce que quand c'est un film italien, est-ce que tu penses qu'il y a un lien, ou en tout cas une influence du contexte de l'Italie de l'époque? On sait les années de plomb, les brigades rouges, l'affaire Aldo Moro et tous ces trucs-là. Eh bien, on n'a pas préparé cette émission, et pourtant tu ne crois pas si bien dire, mon cher Yann, car à l'époque du tournage, vraiment, ça se prête plus au sérieux qu'à la farce. En 70, donc au moment où sort le film, l'Italie est frappée par une vague d'attentats d'extrême gauche et de barbouzeries de l'extrême droite également. En gros, il y a eu des attentats qui ont vraiment secoué le pays et traumatisé l'opinion publique. Et c'est une période qui est fortement engagée. Elio Petri, justement, il s'inscrit là-dedans, il veut être part de cet engagement et de cette actualité, il veut être un acteur. Et d'ailleurs, je tiens à dire, c'est l'un des rares réalisateurs, toute époque et tout pays confondu, à être issu vraiment d'un milieu vraiment populaire. Il y rendra hommage dans un film qui s'appelle La classe ouvrière ira au paradis, où il règle un peu ses comptes avec son milieu d'origine, en le montrant à la fois avec beaucoup d'empathie et avec vraiment une espèce de satire très très cruelle. Donc effectivement, c'est l'archétype du cinéaste engagé, et qui non plus ne cherche pas à donner juste un message univoque ou à son film, mais qui essaie d'atteindre une portée plus universelle. Et justement, effectivement, déjà, le choix d'une mise en scène à la fois ultra réaliste et dans les détails et théâtrale dans ses effets, tu sens qu'il cherche vraiment la fable, en fait. Déjà, c'est un personnage sans nom, qui représente une caricature d'un commissaire politique, et qui devient une allégorie des hommes qui incarnent le pouvoir et qui sont, en fait, complètement, qui se résument à ça. Ce sont plus, ils deviennent des fonctions. Et donc, pendant tout le film, on va suivre ce personnage, on ne le lâche pas d'un fil de cravate, et il est passionnant d'analyser. Il est boursouflé du sentiment de sa propre puissance et supériorité. Il pérore sans arrêt. C'est un film où il n'arrête pas de parler, c'est insupportable, et en même temps passionnant. Il s'écoute parler comme un président américain, en fait. Et il est ivre de lui-même et de ses mots, et il n'a que 2 modes de communication avec ses subordonnés, avec tout le monde, en fait, les citoyens qui lui croisent dans la rue. Le paternalisme, c'est rigolo, il passe vraiment son temps, j'allais le faire sur toi Yann, désolé, à pincer les joues des gens comme ça, de manière un peu justement, voilà, le bon père de famille qui réprimande ses enfants. Et sinon, c'est de l'agression pure. Et même sa relation avec sa maîtresse, c'est marqué par une volonté d'humilier et la griserie de tout pouvoir se permettre. Et d'ailleurs, avant de commettre ce crime, il ne va pas arrêter de répéter à sa maîtresse qu'il pourrait la tuer et s'en sortir justement impunément. Donc en fait, il accomplit une espèce de défi qu'il lance à lui-même et à l'institution. Voyons voir ce qui va se passer si je passe de l'autre côté, que je deviens un meurtrier. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le personnage, c'est le plus saint d'esprit du film. Parce que ça peut sembler un paradoxe, mais ses collègues, ses supérieurs, ses subordonnés sont montrés comme juste des rouages. C'est des rouages d'une machine aveugle qui ne peut même pas concevoir que l'un des leurs puisse être accusé d'un meurtre. Ça fait penser un peu à la sidération que ressentent, qui transparaît quand les médias aujourd'hui parlent d'un Sarkozy. Ça me rappelle le docteur Petiot. Donc tueur psychopathe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans sa biographie, ce qui est intéressant, c'est que jeune, il a des gros problèmes, donc il a été détecté. Il était étiqueté dans la bonne logique de Foucault, là, comme pas délinquant, mais en tout cas comme mec qui avait des gros problèmes psychiatriques. Et il a fait médecine. Et dès lors qu'il a été médecin,
son dossier était effacé, tout s'est arrêté. Oui, Ouais. effectivement, ouais. Et c'est pas étonnant, encore une fois, là, on le voit dans les scandales, notamment de viols collectifs, qui s'étalent sur des années qu'on a connues ces derniers temps, notamment, j'ai oublié, le Square-Neck, c'est effectivement la blouse blanche permet à des gens de commettre des crimes pendant des décennies sans être inquiétés. La figure de l'autorité, en fait, qui rend les choses, en fait, qui permet l'impunité. Faut pas oublier en plus que pendant longtemps, et surtout dans les petites et moyennes villes, etc., les médecins, ils faisaient partie des notables en fait. En tout cas, ce paradoxe que ressent le personnage, il est passionnant, je trouve, parce que on sent il veut incarner la loi et il s'en fait une espèce de grande fierté. Et il est en même temps pris et du coup complètement schizophrène parce qu'il ressent le crime, la culpabilité pour le crime qu'il a commis. Et en fait, sa survirilité qu'il affiche sans arrêt et sa fragilité intérieure sont tout à fait complémentaires quelque part. Il finit par craquer totalement et à sombrer vraiment dans la névrose, au point d'ailleurs, le film épouse totalement sa névrose qui se fait de plus en plus onirique et irréaliste, au point qu'au bout d'un moment, on ne sait plus vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux. La fin est refaite 2 fois. Voilà, la scène finale, et elle laisse la porte ouverte au spectateur de se dire est-ce qu'il va être puni ou pas, est-ce qu'il rêve ou pas. Et cette irrésolution, moi je trouve qu'elle est assez, souvent c'est une marque de facilité, mais là je trouve qu'il y a un vrai côté intéressant par la liberté que ça ouvre pour le spectateur de se poser la question de ce qu'il vient de voir en fait. Donc c'est donc un remarquable personnage de cinéma, et je tiens aussi à préciser qu'il est joué surjoué par Gian Maria Volonté, qui est pareil un acteur qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui était vraiment une star à l'époque. Et il se trouve que il était très engagé, à gauche, et il se trouvait être le fils d'un militaire fasciste qui avait été emprisonné après la défaite de l'Italie, un militaire de haut rang. Tu sens le plaisir, j'ai l'impression, le plaisir ou la haine, ou les deux mélangés, qu'il a interprété, à régler ses comptes avec cette image d'autorité paternelle, cassante et grotesque en fait. Et moi, ce que je trouve vraiment passionnant, et ce qui fait que ce film-là, pour moi, il est universel, c'est l'un des rares, je trouve, à montrer le caractère complètement, à la fois terrifiant, quand tu les croises, et en même temps fragile quand tu les regardes vraiment, de ces grands hommes. Tu vois, moi, quand je vois des gens comme Trump, effectivement, ils sont terrifiants, effrayants, tout ce que tu veux, et en même temps, ils sont aussi complètement pathétiques. Tu vois, en fait, c'est des personnes, ce sont des enfants, en fait. Ils jouent aux adultes. Et d'ailleurs, le film le montre très bien, en fait. La femme est l'un des personnages donc, qui va mourir de son crime, et la seule qui lui tient tête parce qu'elle n'a pas peur de lui, parce qu'elle voit et elle lui dit que c'est un enfant, c'est rien du tout, c'est juste un uniforme avec rien derrière. Et une attaque d'ailleurs de sa virilité. Et c'est ça qui va le mettre en colère, et je pense qu'il va, ce qu'on devine, qui va créer ce moment où il décide de passer à l'acte. C'est rigolo, c'est qu'aux États-Unis actuellement, sur les réseaux sociaux, etc., en opposition à Trump, il y a quelqu'un qui a lancé un truc comme une boutade, mais ça prend. C'est ok, c'est bon si t'as 12 ans, en fait. Et sur toutes les conneries de Trump et de tous les gens qui passent leur temps à lancer des conneries, des trucs complètement. Le truc, c'est oui, super, t'as 12 ans, en fait. Donc c'est l'argument de dire, voilà, tu veux une grosse armée, une grosse fusée, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. C'est un super projet d'un gamin de 12 ans. Ouais, c'est ça. Bon, ce que je trouve assez généreux, parce que pour moi, c'est plutôt 8. Mais... voilà. Et encore. Mais moi, je trouve ça rigolo. Ça vient en France. Il y a une fascination maintenant pour des caractères. Je pense à des gens comme Louis Sarkozy, par exemple, qui est une espèce de condensé de l'époque, où tu as vraiment l'impression d'une immaturité totale. Il est capable de tout, il dit n'importe quoi. Et il y a malgré tout cette fascination. J'ai lu des citations, ça veut rien dire. Tu dis, en fait, c'est de la génération aléatoire de textes. Même une IA fait mieux. Non, il dit des choses qui sont tellement incroyables que c'est à peine croyable. C'est pas grave, c'est la puissance du népotisme qui fait tout. C'est ça. Et je voudrais pour finir citer, j'espère vous avoir donné un peu envie de voir le film ou de le revoir, mais donc citer un petit extrait d'une diatribe hallucinée qui à elle seule vaut le déplacement. C'est le personnage du commissaire il assène à ses collègues policiers un discours avec force jeu de menton et un ton très très mussolinien. Donc je cite, « L'abus de liberté menace le pouvoir traditionnel et les autorités constituées. Il tend à faire de chaque citoyen un juge et nous empêche d'exercer librement nos fonctions sacrées. Nous sommes les protecteurs de la loi que nous voulons immuable, sculptée dans l'éternité. Le peuple est mineur, la cité est malade. À d'autres la tâche de guérir, d'éduquer. À nous le devoir de réprimer.
La répression est notre vaccin. La répression est de la civilisation. Dit avec un accent martial et en italien, c'est encore mieux. Très bien. On finit là-dessus ? Enfin, pas tout à fait, parce qu'on a nos petites références. Ouais. Merci pour cette présentation du film. Moi, je vais commencer, puisque tout à l'heure, pour l'article, je passais en dernier. J'ai vu un truc, alors 2 choses en réalité, mais qui sont relativement proches. La plus sympa à voir, c'est une vidéo du joueur du grenier, sur la chaîne secondaire qui s'appelle Le Bazar du Grenier, sur les microtransactions dans les jeux vidéo. Ouais. Alors la vidéo est un peu longue, elle fait 1h30. Il y a un côté historique, etc. Il a plein d'intervenants qui sont dans le métier, donc c'est pas juste ce truc-là. Et il y a un passage que moi je prévois de faire, de montrer aux enfants qui sont autour de moi, parce qu'il explique à quel point c'est un piège les microtransactions et que c'est conçu pour générer de la dépendance. Générer de l'engagement en fait, c'est ce qui fait que... Et la vidéo est vraiment très bien faite là-dessus. Donc je trouvais ça très très intéressant. Et beaucoup plus rapide à lire, c'est Amnesty International qui a fait un test avec... donc ils ont créé des comptes TikTok avec des profils d'enfants de 13 ans. Et ils ont simplement mis comme centre d'intérêt les questions de santé mentale, avec des ados qui seraient mal dans leur peau. Et en 40 minutes, ils se sont retrouvés avec des tas de messages qui expliquent comment se tailler les veines, disant, voilà, il y a des tas de captures d'écran qui sont carrément flippantes, en disant, je voudrais partir dans un autre monde et tout ça, et où ça devient une caisse de résonance, voilà, et ça va très très vite, selon les tests qu'ils ont faits. Ok. Alors, moi je vais parler d'une chaîne YouTube, mais pas juste d'une émission, il y a vraiment une chaîne que je conseille. Alors, elle existe déjà depuis un moment et elle a déjà pas mal d'abonnés, donc tout le monde ne la découvrira pas forcément, mais si ça peut la faire découvrir à quelques personnes, franchement je la recommande. C'est une chaîne qui s'appelle Histoire Crépue, je sais pas si vous... Non, je ne connais pas. Ouais. C'est une chaîne d'histoire coloniale en fait, avec des sujets, alors tu as plusieurs types de sujets, tu as des sujets classiques où ils te parlent de l'histoire de la colonisation en Algérie, en Indochine, etc., ou de guerre de décolonisation, ou des conséquences à plus long terme. Tu vois, il fait un point, par exemple, sur ce qui se passe au Soudan et d'où ça vient, etc. Mais tu as aussi des sujets plus sur l'histoire du chocolat, l'histoire du café, etc., enfin, de leur exploitation et de l'exploitation des gens, évidemment, qui le produisaient. C'est vraiment il y a un beau panorama sur l'histoire coloniale française, en fait. Enfin, beau, non, il est très laid, mais en tout cas, lui... Il est bien fait. Ouais, puis il explique bien les choses. Enfin, je trouve qu'il fait un super taf. Il les présente bien, il les explique bien de manière très factuelle, avec pas mal de données et tout. Et je trouve ça super intéressant. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Histoire Crépue. Moi, je voudrais citer 2 recommandations cinéphiles. La première, elle est vraiment d'actualité. C'est le film qui a été réalisé par Gilles Kerbrach, je pense, j'espère ne pas écorcher son nom et le citer correctement, qui s'appelle, qui est consacré à l'affaire Sarkozy, vu du côté justement des journalistes, et qui s'appelle « Personne n'y comprend rien ». C'est vraiment à la fois passionnant, flippant, très instructif sur ce que c'est que le journalisme quand c'est bien fait. En fait, c'est un petit peu, je trouve, l'équivalent des Hommes du Président, mais en documentaire. Et vraiment, voilà, c'est à voir. Et si à un moment, pour Sarkozy, nos auditeurs et auditrices ne savent pas très bien, etc., s'ils veulent vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants, c'est vraiment quelque chose à regarder. C'est Yannick Kergoat, pardon. Désolé pour l'écorchage de nom. Et une autre recommandation qui est peut-être plus cinéphile, c'est pour celles et ceux qui s'intéressent au cinéma des années 70, dont je tressais les lauriers tout à l'heure, notamment cinéma italien-américain. Je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil sur une chaîne YouTube qui est aujourd'hui plus alimentée, mais on peut encore bien sûr retrouver toutes les vidéos précédentes, qui s'appelle Ciné 70s. Avec 70S, mais on mettra ça en commentaire, où vous pourrez trouver une vingtaine de longues et passionnantes analyses de classiques américains et italiens délivrées par un critique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Baptiste Torre. Et à l'occasion de ciné-clubs organisés il y a une dizaine d'années par le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, il intervenait comme ça sur de nombreux films, et notamment dans une de ses vidéos, il parle notamment d'enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et voilà, si vous avez été intéressé par ce que j'en ai dit, et que vous avez vu le film ou que vous voulez le revoir, ça peut valoir le coup d'aller plus loin et d'écouter ce que ce critique a à en dire. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On s'arrête là et à bientôt. Merci. Bonne soirée, bonne journée.